Que je remercie beaucoup d'avoir accepté de faire cette interview pour Radio Courtoisie et pour le Libre Journal du mercredi soir. Cet entretien de Jean-Paul Le Perlier avec un personnage extraordinaire, vous allez voir, qui s'appelle Loïc Le Ribot. Donc, je m'appelle donc Loïc Le Ribot, je suis né le 18 avril 1947 en Bretagne, à Vannes. J'ai fait des études essentiellement scientifiques, je suis et littéraire en même temps d'ailleurs, je suis licencié S-lettres, j'ai une maîtrise de géographie physique, j'ai un doctorat de sédimentologie, un doctorat d'état et sciences et puis quelques autres petites choses. Et vous étiez donc un homme de science et puis déjà un homme d'imagination, parce que qui dit littérature dit quand même aussi création. Oui, tout à fait, c'est-à-dire que j'ai eu la chance, mon père était professeur de lettres et ma mère était professeure de sciences naturelles. Alors je pense que chacun d'eux m'a légué des chromosomes littéraires et des chromosomes scientifiques, ce qui fait que j'étais aussi intéressé par les lettres que par la science. Oui, ce qui dans votre cas a fait un mélange explosif. Explosif. A amené une vie sortant tout à fait de l'ordinaire, ce qui amène ce reportage. Alors maintenant nous avons vos études, donc alors. Donc après mon baccalauréat, je suis rentré à la faculté des sciences d'Orsay. Et j'ai le premier, donc un SPCN, sciences physiques, chimiques et naturelles, et j'ai toujours été d'une nullité crasse en mathématiques et en physique. Donc, logiquement, ça a conduit à l'échec pour cette première année de faculté. Mais c'est là que vous avez rencontré donc l'instrument qui devait changer votre vie. Ah non, beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard, parce que comme on ne voulait plus de moi, puisque j'étais collé, mais j'avais découvert, grâce au professeur Lafont, professeur de sédimentologie, j'avais découvert la sédimentologie. La sédimentologie, c'est l'étude des roches comme les sables, et ça m'avait passionné. Et puis j'avais découvert également la biologie animale et la biologie végétale. Mais trop nul en mathématiques et trop nul en physique, je ne pouvais pas rester à la faculté des sciences. Donc je suis parti en faculté des lettres dans le seul domaine qui était le plus proche possible de ce qui m'intéressait, c'est-à-dire l'Institut de géographie. L'Institut de géographie où je me suis spécialisé, alors un terme barbare, en géomorphologie, c'est-à-dire c'est l'étude des paysages pour tenter d'expliquer leur formation. Et à ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser aux grains de sable. Ce qui peut paraître bizarre, pourquoi s'intéresse-t-on aux grains de sable? Quelle peut être l'importance des grains de sable? Mais les grains de sable, c'est très important, parce que c'est utilisé dans une foule de domaines. C'est utilisé dans les travaux publics, c'est utilisé pour la recherche pétrolière, c'est utilisé pour essayer de retracer l'histoire tout simplement de la planète, pour rechercher les diamants, pour rechercher les trésors en fait qui sont cachés dans la terre, et même, on le verra plus tard. Mais alors à ce moment-là, vous ne pensiez pas à une profession particulière, c'était simplement une passion pour le grain de sable en sorte. C'était une passion pour le grain de sable, surtout au début c'était une passion pour les patelles. Les patelles, les patelles, tout le monde les connaît, c'est ce qu'on appelle les berniques ou les chapeaux chinois qu'on voit collés sur les rochers. Voilà. Fait, oui. Alors le vrai nom c'est patelles. Voilà. Et alors je me suis intéressé aux patelles, pourquoi? Parce que un jour, que j'étais enfant, en Bretagne bien entendu, il se trouve que j'ai glissé dans une flaque d'eau, où je voulais faire des macrophotographies, j'étais déjà passionné par la macrophotographie à l'époque, et je suis tombé dans une flaque d'eau qui faisait 1 mètre de profondeur à peu près, et là j'ai vu des patelles, mais pas les patelles sèches, blanches comme on les voit d'habitude, c'était des patelles qui étaient au fond de l'eau, qui avaient des couleurs absolument magnifiques. C'était comme la palette de Van Gogh qui s'animait sous mes yeux. À cette seconde, je me suis passionné pour les patelles. Or, c'est déjà un aspect un peu artistique en fait. Peut-être bien, oui, peut-être. Et en faculté, à l'Institut de géographie, on devait remettre un diplôme en maîtrise pour obtenir effectivement le diplôme. Et je cherchais donc une bonne raison pour trouver un sujet intéressant et pour m'occuper de mes patelles, de mes chères patelles, pour lesquelles j'avais fait des monceaux de photographies, de macrophotographie. Et j'ai donc choisi un sujet d'étude, un sujet de rapport, qui s'appelait « Rôle des patelles dans la corrosion des littoraux français ». Parce que ces petites bêtes, ça mange les roches, ça décèle des grains de sable, des grains de quartz plutôt, qui constituent par exemple les granites. Et j'ai commencé à étudier ces patelles pendant une année entière, pour essayer de comprendre
leur vie, leur mode de vie, de connaître leur tradition en quelque sorte. Et donc pendant 11 mois exactement, avec des patelles que j'avais numérotées avec de la peinture indélébile, j'avais une trentaine de patelles, je les ai suivis 2 fois par mois, c'était au Bois de Cise, en Picardie, et j'ai appris beaucoup de choses sur les patelles, ce qui bien entendu c'était sans aucune utilité, mais c'était très joli. Et vous aviez quel âge donc à ce moment-là? Je devais avoir 20 ans à peu près. Et puis le 11e mois, je suis arrivé, j'avais oublié quelque chose, donc c'était des patelles, c'était un troupeau de patelles en quelque sorte que je suivais attentivement depuis 11 mois, je les connaissais toutes. Je savais que le numéro 2 avait une sexualité différente du numéro 5, je savais que le numéro 7 était... Voilà. Oui. Donc et que leur trajet pour aller paître le lichen était différent et spécifique sur chaque animal. Je les connaissais toutes. Et le 11e mois, je suis arrivé, et les touristes avaient débarqué. Et quand je suis arrivé sur mon terrain d'étude, toutes les coquilles de mes patelles étaient vides. Les touristes avaient mangé mes patelles. Ils avaient vu des coquilles numérotées, ils avaient quand même mangé mes patelles, sauf 3 qui étaient peureusement cachées sous les fucus, mais ça ne servait plus à rien. Oui. Ça a été un drame. Mais vous n'avez pas encore rencontré à ce moment-là le microscope électronique. Ah non, on est loin encore. Vous êtes encore très loin. Je suis encore loin. Voilà. Vous avez donc 20 ans et vous vous intéressez à la sexologie des patelles. Oui. Et alors, surtout en faculté... donc, j'obtiens effectivement ma maîtrise de géographie physique, mais j'ai envie de retourner faire de la sédimentologie, de la géologie. Et j'ai gardé d'excellents rapports avec le professeur Lafont, qui lui est à la faculté des sciences. Oui. Donc j'ai un pied à la faculté des lettres, et j'ai pas encore un pied à la faculté des sciences, j'ai un pied qui est nulle part en fait. Oui. Et je retourne voir le professeur Lafont, je lui dis écoutez, j'ai envie de faire de la sédimentologie, seulement voilà, je suis à la faculté des lettres. Et le professeur Lafont me dit vous avez de la chance, je viens juste d'obtenir des crédits, et à l'époque les crédits c'était très rare, je viens juste d'obtenir des crédits pour étudier des sables qui ont été collectés... On est dans les années 60 là on est en 1970. 70, oui. Et j'ai récolté des crédits pour équiper mon laboratoire, pour faire l'étude de ces sables provenant du fond de la Manche, pour qu'on essaye de connaître l'histoire géologique et sédimentaire du fond de la Manche. Le problème, c'est que personne ne sait lire les grains de sable. Ce serait drôlement intéressant si on réussissait à le faire, ou du moins à essayer de le faire. Est-ce que ça vous intéresse? Ma foi, ça m'intéressait tout à fait. Et j'ai donc commencé à travailler à la faculté des sciences. Donc j'étais à mi-temps à la faculté des lettres et à la mi-temps à la faculté des sciences. Et je disposais à l'époque d'un microscope optique, c'est-à-dire le microscope classique. Des microscopes qui grossissent jusqu'à 2000 fois. Or, le microscope avait toujours été une passion pour moi. Parce que lorsque j'avais 10 ans, mes parents m'avaient offert un microscope. Un microscope qui ne grossissait pas plus de 100 fois. Mais à partir de l'âge de 10 ans, je commençais à éplucher tout ce qu'il y avait à la maison. Ça pouvait être tout ce qu'il y avait, le sel, le poivre, les poils du chien, n'importe quoi. Et puis j'allais dans la forêt, je récoltais des plumes d'oiseaux, des cadavres de petits mammifères, de souris, etc. Donc j'avais toujours été passionné par le microscope. Et là, on m'a donné un qui grossissait 2000 fois. J'étais le plus heureux des hommes. Voilà. Oui. Et alors, quand est-ce que vous rencontrez le fameux microscope électronique qui va donc changer votre vie? C'est-à-dire que au laboratoire, il y avait des milliers et des milliers d'échantillons qui étaient emprisonnés dans des petits cubes. Et j'essayais de découvrir s'il y avait des relations entre les grains selon les endroits où ils étaient prélevés, ou non. Et je ne réussissais pas. J'accumulais les graphiques, j'accumulais les tableaux, les calculs, et je n'aboutissais à rien. Les grains de sable, ils ne voulaient pas parler. Et un jour, un étudiant de la faculté, un peu plus âgé que moi, qui terminait sa thèse de 3e cycle, me dit, mais pourquoi pour tes grains de sable, tu n'utilises pas le MEB? Alors, je dis le MEB. Qu'est-ce que c'est cette bête-là? Alors le MEB, c'est le microscope électronique à balayage. Alors c'est un appareil qui permet des grandissements en continu de 10 fois à 200 000 fois. Pour vous donner... Oui. Voilà. Il existait depuis combien de temps
été découvert depuis combien de temps? Le microscope électronique à balayage avait été découvert par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Il avait été complètement abandonné, on n'en voyait pas l'utilité. Il a été redécouvert par des chercheurs de l'Institut de Cambridge, en Angleterre, qui ont retrouvé les plans des Allemands. Et les premiers microscopes à balayage, donc les MEB, on va dire MEB parce que c'est plus rapide, ont été mis sur le marché en 1968-69. Donc j'étais un des premiers, on me propose en fait d'être un des premiers à utiliser... Au début des années 70. Voilà, en 70. Donc un des premiers à l'utiliser en France. À utiliser le microscope à balayage. Bon, pour vous donner une idée, un grandissement de simplement 10 000 fois, un grain de sable fait 10 fois la hauteur de la tour Eiffel. Oui. Ça représente une surface... vous pouviez arriver à 20 000 fois, vous. Ah, on pouvait monter encore davantage. Oui. Donc il pouvait faire 600-700 mètres votre grain de sable. Bien sûr, ça dépend de la taille du grain de sable, oui, tout à fait. Mais c'était des grandissements considérables. Oui. Une bactérie donc, qui fait 1 millième de millimètre de long, en réalité, là, fait 2-3 cm. Donc du jour au lendemain, le grain de sable qui était silencieux jusqu'ici vous parle? Au début, il ne parle pas parce que d'abord, je ne connais pas l'appareil. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Et la première fois où je vais c'était au BRGM, donc Bureau des recherches géologiques et minières d'Orléans, je vois l'appareil, mais l'appareil prenait une pièce qui devait faire 5 mètres de long sur 5 de large. C'était un monument. Oui. Et comment est-ce que vous aviez accès comment est-ce qu'on vous a ouvert la porte? Grâce justement à cet étudiant qui terminait sa thèse et qui lui avait obtenu des crédits pour pouvoir prendre des photographies. Lui, il étudiait les argiles. Oui. Et donc, les argiles, c'est vraiment très très fin. Et pour étudier ces argiles, il avait obtenu des crédits pour avoir quelques heures de microscope électronique. Parce qu'il fallait louer le microscope, il fallait oui, ça coûtait une fortune. Tout à fait. Oui, ça coûtait. Moi, je me souviens, après, quand j'ai commencé à travailler vraiment au MEB, une journée de MEB me coûtait un mois de salaire. Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire l'équivalent aujourd'hui, on peut dire, de 15 000 francs, 20 000 francs. À l'époque, oui. Tout à fait, oui. Non, parce que je n'étais pas très bien payé. J'étais chercheur contractuel, donc j'étais vraiment au SMIC. Disons que c'était un SMIC, amélioré. L'équivalent de 7 000 francs aujourd'hui, ou par là à peu près. Voilà, quelque chose comme ça. Et donc ça, c'était payé par les gens qui vous faisaient faire des recherches? Pour l'instant, rien ne me payait, personne ne me payait rien. Personne ne me payait rien. Oui. Donc, il fallait que je trouve des crédits, mais c'était plus tard, parce que d'abord, il fallait que je réussisse. Il fallait que je réussisse à faire quelque chose avec ce microscope. Or, je n'avais qu'une heure la première fois. Oui. Donc, j'avais pris 3 grains très particuliers. J'avais prélevé un grain dans une rivière, j'avais prélevé un grain sur une plage marine, et j'avais prélevé un grain glaciaire, si je me souviens bien. Oui. Bon, 4. Il y avait aussi un grain provenant d'un granit altéré. Puis j'ai commencé à prendre des photos et on a découvert des paysages absolument fabuleux, mais que personne ne pouvait analyser. À partir de ce moment-là, j'ai dépensé tout l'argent que j'avais, que je réussissais à avoir pour réussir à avoir des heures au microscope électronique. Oui. Je suis devenu surveillant dans un lycée, au lycée Montaigne, si je me souviens bien. Je me suis mis marchand de thèmes d'occasion, marchand de voitures d'occasion. Je ne connais rien en voiture, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Tout ça par passion pour le microscope électronique, pour pouvoir payer les quelques heures de... Oui, je suis devenu guide pour touristes à Paris, guide by night et guide de jour, et donc ça me permettait de payer quelques heures de temps à autre. Finalement, au bout d'un an à peu près, donc là on arrive en 71, j'avais récolté à peu près 600 clichés et je ne comprenais toujours rien. Alors un jour, j'ai étalé tous mes clichés dans la salle à manger et puis j'ai essayé de les classer selon l'aspect qu'elles avaient. Oui. Et effectivement, ça commençait à donner des familles intéressantes. Il y avait des flous qui se ressemblaient, c'était très difficile, des aspects géométriques, il y avait des ressemblances, etc. Mais je n'avais toujours rien compris, n'empêche que ces éléments semblaient être spécifiques de certains environnements. Et je ne comprenais toujours pas comment ils apparaissaient. Et puis un jour, comme ça, l'idée est venue. Dans les bandes dessinées, souvent on représente un flash. Oui, tout à fait. Une lampe ou une bougie. Oui, oui. Et vous avez en une seconde, une bougie qui s'est allumée. En une fraction de seconde, j'ai compris. C'était tout simple. C'était simplement
question de concentration de silice dissoute. Alors, peut-être essayer d'expliquer ce que c'est que la concentration. Alors, déjà, on rencontre le silice. Alors, les grains de sable, dans la majorité des cas, ce sont des quartz. Oui. Les quartz, c'est de la silice cristallisée. Alors, la silice, c'est un élément simple, hein, c'est comme le carbone, c'est comme l'aluminium, le quartz est composé d'un atome de silicium et de 2 atomes d'oxygène. Oui. Et ça fait une molécule, hein, des atomes qui se collent ensemble, ça donne une molécule. Et le quartz est donc une molécule, le quartz minéral est une molécule avec un silicium et 2 oxygènes. Et donc la différence entre un grain de sable et l'autre, c'est c'est le pourcentage de silicium qu'il y a. Non du tout, les grains de sable sont des quartz, donc c'est du SiO2. Oui. Voilà. Donc c'est les cristaux qu'on connaît, là, quand ils sont intacts, qui sont bien formés. Mais comment faites-vous la différence entre un grain de sable et un autre? Ah ben c'est là que ça commence. Voilà, et c'est là que la concentration de silicium. La concentration de silicium, parce que voilà, alors, pour bien comprendre ce que c'est qu'une concentration d'un liquide en un élément donné, si on prend une tasse de café, on met un sucre, et le sucre va fondre. Le sucre va fondre parce que le café est sous-saturé en sucre. Mais si on met 20 morceaux de sucre dans la tasse de café, beaucoup de sucre restera au fond parce que le café sera devenu sursaturé en sucre. Il sera même devenu parfois tellement sursaturé qu'il va reprécipiter du sucre. C'est exactement la même chose pour un grain de sable. Si on le met dans une eau qui est sous-saturée en silice dissoute, comme l'eau de mer par exemple, et l'eau de mer va manger le silicium. Donc le grain de sable va maigrir. Si on le met dans une rivière, au contraire, dans un étang, où l'eau est sursaturée en silice, eh bien le grain de sable va grossir. Voilà, en résumé, c'est ça. Oui. Ça, c'est le premier grand aspect, première grande loi. Donc déjà, vous pouvez définir si un grain de sable vient de la mer ou vient d'une rivière. Déjà, c'est le premier point. Et puis ensuite, quelque chose de tout simple, c'est évidemment l'évolution, le grain de sable qui évolue dans un environnement aquatique, ou dans un environnement éolien d'ailleurs, il est transporté. Donc il va acquérir des traces de choc. La morphologie des traces de choc ne sera pas la même si le choc se produit en milieu éolien, où il n'y a pas de liquide qui fasse tampon, ou au contraire, dans un milieu aquatique, où il y aura un tampon, c'est-à-dire que les chocs seront moins brutaux. Par contre, ils seront d'autant plus grands que l'énergie du milieu sera plus élevée. C'est-à-dire que les traces n'auront pas la même densité ni la même morphologie sur une plage de haute énergie ou dans une petite baie tranquille. Donc c'était tout simple. Oui. C'était tout simple. Alors si à ça on ajoute le rôle des micro-organismes, puisqu'il y a des micro-organismes qui mangent les sables, oui. Ben j'avais pratiquement toutes les explications. Et à partir de ce moment-là, d'où provenait déjà tel ou tel grain de sable. Ça y est. Oui, mais il n'y avait plus qu'à ce moment-là qu'à les classer en fonction de ces différents critères. C'est quelque chose qui a été fait en un mois. Et à partir de ce moment-là, j'avais isolé 250 caractères de base, un alphabet en quelque sorte, grâce auquel il était possible de lire l'histoire du grain. Et en fin de parcours, il était possible de dire par exemple ce grain de sable, pas un autre, celui-là, là, il est né dans un massif granitique, après ça il était transporté dans un torrent, par exemple, il est arrivé dans un fleuve de moyenne énergie, et puis de là il est passé dans un estuaire, les estuaires c'est le mélange des eaux douces et des eaux salées, de là il est parti sur le bord d'une plage, il y a eu une tempête de sable qui l'a envoyé sur une dune, de la dune il est redescendu sur la plage, il y a eu une grande marée qui l'a entraîné au fond de la mer, et puis ainsi de suite, on peut retracer toute l'histoire du grain. Et déjà, à partir de ce moment-là, est-ce que vous pensiez à l'utilisation d'ordre pratique? Et à partir de ce moment-là, d'où provenait déjà tel ou tel grain de sable. Ça y est. Oui, mais voilà. Il n'y avait plus qu'à ce moment-là qu'à les classer en fonction de ces différents critères. C'est quelque chose qui a été fait en un mois. Et à partir de ce moment-là, j'avais isolé 250 caractères de base, un alphabet en quelque sorte, grâce auquel il était possible de lire l'histoire du grain. Et en fin de parcours, il était possible de dire par exemple ce grain de sable, pas un autre, celui-là, là, il est né dans un massif granitique, après ça il était transporté dans un torrent, par exemple, il est arrivé dans un fleuve de moyenne énergie, et puis de là il est passé dans un estuaire, les estuaires c'est le mélange des eaux douces et des eaux salées, de là il est parti sur le bord d'une plage, il y a eu une tempête de sable qui l'a envoyé sur une dune,
De la dune, il est redescendu sur la plage. Il y a eu une grande marée qui l'a entraîné au fond de la mer, et puis ainsi de suite. On peut retracer toute l'histoire du grain. Et déjà, à partir de ce moment-là, est-ce que vous pensiez à l'utilisation d'ordre pratique? Ouais, c'est bon. Je n'avais envisagé à l'époque aucune application pratique. J'étais passionné par ce que je voyais, j'étais passionné par l'aspect esthétique également des photographies, puisque ça, évidemment la radio on ne peut pas les voir, mais c'est fabuleux. Les diatomées diatomées, c'est des algues microscopiques, ces micro-organismes, etc., ont des morphologies qui sont fabuleuses, magnifiques. Donc c'était surtout esthétique au début. C'était l'aspect artistique. Oui, mais plus en fait la curiosité, parce que j'avais quand même réussi à déchiffrer le savoir. Oui. À déchiffrer le premier à savoir dans ce domaine-là finalement. Et puis quand même on cherchait ça depuis 1886, puisque le premier à avoir fait des recherches sur les grains de sable était un Anglais qui s'appelait Sorby. Et on cherchait la mémoire des grains de sable depuis 1886, et ça y est. Depuis près d'un siècle. Oui, et on avait enfin trouvé comment lire la mémoire des grains de sable. En 1970. Oui, oui. Et c'est vous qui l'aviez trouvé donc à ce moment-là. C'est moi qui l'avais trouvé. Voilà. Et donc j'ai fait ma première communication à l'Académie des sciences, donc j'ai 24 ans, en 71. Et puis une autre immédiatement après. Vous faites une communication donc à l'Académie des sciences, mais à ce moment-là, au niveau des diplômes, vous n'avez pas de titre scientifique. Non, c'est là que je commence à devenir un peu aberrant. Oui. Parce qu'en fait, je suis étudiant en faculté des lettres, où je viens d'obtenir ma maîtrise. C'est déjà dérangeant pour tout dire. Oui, et puis en fait, j'ai fait des publications à l'Académie des sciences. Oui. Et je suis chercheur à la faculté des sciences. Et ça, en France, on n'aime pas les littéraires qui sont aussi scientifiques ou les scientifiques même qui sont les gens qui, en général, ne passent pas par le chemin de Monsieur Tout-le-Monde et qui dépassent un petit peu. En France, on ne peut pas dépasser de toute manière. Non, j'en sais quelque chose. Je ne veux voir qu'une tête. Oui, exactement, oui. Et alors, là, je décide, puisque ma vocation, c'est vraiment la recherche. Le professeur Lafont me dit qu'il est prêt à diriger ma thèse de sciences. Oui. Alors que normalement je dois faire une thèse de lettres. Oui. Et je demande à la faculté des sciences une dérogation pour rentrer à la faculté des sciences en tant qu'étudiant au niveau du diplôme d'études approfondies, donc le 3e cycle. Oui. Ce qui n'a jamais été obtenu. Ça ne s'est jamais fait. Vous êtes le premier à le demander. Et je suis le premier à l'avoir surtout. Et vous l'avez. Et je l'ai. Et je rentre donc à la faculté des sciences comme étudiant de DEA, diplôme d'études approfondies, pour préparer ma thèse. C'est un beau début quand même, et rapide. Alors oui, mais c'est le début des embêtements, parce que à partir de ce moment-là, pour la plupart des géologues, je ne suis qu'un géographe, et pour la plupart des géographes, je ne suis qu'un géologue. Oui. Bon, donc, vous êtes déjà hors des sentiers. Tout à fait hors des sentiers. Alors la suite. Arrive ma thèse, et pour ma thèse, j'ai besoin de beaucoup d'heures de microscope électronique. Oui. Or, je n'ai pas d'argent. Et un jour, je vais à la faculté je suis dans ma voiture, et je vais pour dire tout simplement que j'arrête ma thèse. Je suis obligé de travailler, je suis obligé de quitter la faculté. Parce que vous n'avez pas d'argent. Parce que j'ai pas d'argent. Et j'allume la radio, et par hasard, mais je dis toujours que le hasard n'existe pas, hein, oui. Par hasard, à la radio, on annonce que la fondation de la vocation, créée par M. Bleustein-Blanchet, oui. Donc elle a pour but, cette fondation a pour but d'aider des personnes qui n'ont pas les moyens de réaliser leurs rêves, leur vocation. Oui. Il y a des milliers et des milliers de candidats chaque année. Elle était ancienne ou débutante à ce moment-là? Nous, la fondation, on est en 72 là. Oui. Elle fêtait son 20e anniversaire. Ah d'accord, donc vous n'êtes pas un des premiers dans ce domaine. Ah non. Et donc vous êtes présenté à cette fondation? Je me présente en me disant, de toute façon, il y a des milliers, je crois que c'était 8000 candidatures en moyenne, pour 20 élus, donc c'est aucune chance, quoi. Oui. Et avec recommandation ou comme ça? Ah non, j'ai jamais eu de recommandation de la part de personne. Ça, alors... non, mais le professeur qui dirigeait votre thèse aurait pu vous présenter quand même. Il y a des rapports qui sont faits sur le sérieux, par exemple, sur le sérieux de recherche. Évidemment, oui. Mais sans aucune recommandation, sans aucun passe-droit, sans aucun. Et puis j'ai la chance d'être un des heureux élus. Et je touche à l'époque 10 000 francs. Oui. Ce qui est beaucoup. Et les 10 000 francs, je les dépense en 5 jours de microscope électronique. Voilà. 5 jours de microscope électronique. Oui, ça vous a permis ces 5 jours d'aller au Et ça m'a permis de terminer ma thèse. Oui. C'était vraiment de justesse. Hein. C'était de justesse. Et
Ensuite, il s'agit de trouver du travail. Alors moi, mon chemin, il est théoriquement tout tracé. Moi, c'est rentré comme chercheur au CNRS. Donc, je présente ma candidature. Mais votre thèse, vous l'avez présentée, donc vous... Ah oui, ma thèse. Donc, j'ai bien sûr ma thèse de 3e cycle à ce moment-là. 3e cycle, c'est ça, voilà. Oui. Donc, vous avez le titre de docteur en sédimentologie. Docteur en sédimentologie. Oui, très bien. Et donc, je pose une candidature. C'est en France d'avoir un titre. Oui, c'est très important. Oui, c'est très important. Oui. Oui. Pour être massacré, c'est très important. Mais enfin, c'est très important d'avoir un titre pour faire une glorieuse carrière universitaire, à condition de suivre soigneusement les sentiers battus. D'accord. Et je commençais très mal déjà. C'était déjà. C'était très. Et je présente ma candidature au CNRS, qui est immédiatement refusée par les mandarins, avec le commentaire suivant que je trouve assez extraordinaire. C'est: on ne peut pas accepter la candidature de Le Ribot parce que nous, on ne voit pas les mêmes choses que lui, il voit sur les photos. Autrement dit, les vieux crabes ne voyaient rien sur les photos que je leur montrais, et donc par conséquent, ils ne pouvaient pas m'accepter. Autrement dit, c'est un novateur, il apporte quelque chose, il a découvert quelque chose, donc il n'a rien à faire dans un centre de recherche français. Voilà, alors il faut le laisser dehors. Tout à fait, c'est bien typique. Ma foi, oui, et alors, je ne sais toujours pas quoi faire, on me refuse au CNRS, alors, je songe évidemment, une fois de plus, à trouver un autre métier, mais je ne sais pas non plus très bien lequel. Et alors, se produit alors encore un événement heureux. La Total, compagnie française des pétroles, donc, qui s'est récemment rendue célèbre avec un bateau... Oui, tout à fait. Vient d'acheter un MEB. Pourquoi ont-ils acheté un MEB? Ils ont acheté un MEB parce que c'est un très gros laboratoire pétrolier, et parce que c'est moderne. Un microscope à balayage électronique, parce que nous sommes sur une émission de radio et que certains peuvent très bien venir d'ouvrir l'antenne. Ah oui, donc un microscope électronique à balayage. De son contact, son premier contact avec l'appareil qui a changé sa vie, le microscope électronique à balayage. Voilà, MEB en abrévié à l'organisation. Voilà. Et donc ils ont acheté ce microscope. Pourquoi? Ils savent pas. Ils savent pas, parce que personne ne sait utiliser cet engin. Mais comme il y a beaucoup d'émirs qui viennent visiter le laboratoire, il faut bien leur montrer, et la compagnie a l'appareil le plus moderne possible. Mais personne ne sait quoi en faire. Et un ingénieur du laboratoire a lu mes publications de l'Académie des sciences et dit au patron: il y a quelqu'un peut-être qui saurait en faire quelque chose et qui pourrait nous être utile, parce que quand on fait des forages pétroliers, on a besoin de connaître l'histoire des sables qui sont dessous, à des milliers de mètres de profondeur. Oui. Et personne ne sait le lire non plus. Quand il y a des fossiles, on peut lire l'histoire, mais quand il n'y a pas de fossiles, quand c'est juste du sable, personne ne savait lire. Et donc il décide, il considère que la méthode est trop belle, c'est pas possible. On ne peut pas réussir des trucs pareils. Et donc on m'envoie un professeur de Suisse, le professeur Bernard Kubler, spécialiste de sédimentologie, avec mission de tester ma méthode. Donc il me donne des échantillons, 3 ou 4 échantillons, et puis il me dit, puis faites les analyses, et puis donnez-moi les réponses. Il n'y a que moi... Les provenances de ces grains de sable. Oui, il n'y a que moi qui sais d'où ils proviennent, puisque c'est moi-même qui les ai prélevés. Oui. Il n'y a aucun document les concernant. Puis au bout de 15 jours, je lui donne ma réponse. Et alors là, la réaction de Kubler est de téléphoner immédiatement. Expliquez-nous, donc, quels étaient ces grains de sable, d'où est-ce qu'ils venaient? Ça, très honnêtement, j'en ai vu des dizaines de milliers. Alors ceux-là en particulier, vraiment, je ne m'en souviens pas. Enfin, vous avez trouvé oui, alors justement, il téléphone à la compagnie française des pétroles, et il dit, Le Ribot a réussi, or, c'est impossible. Alors, soit il a vraiment inventé une méthode révolutionnaire, il faut l'embaucher tout de suite, soit il a réussi à découvrir la provenance des échantillons que moi seul connaissais, et en ce cas c'est un espion de génie, et il faut absolument l'embaucher aussi. Et donc je suis embauché. Je suis embauché malgré l'avis du psychologue, parce que je suis obligé de passer une visite. Ah oui, bien sûr, oui. Et le psychologue, qui finalement était un bon psychologue, il y en a, avait vivement déconseillé mon embauche sous prétexte que j'étais ingérable, que j'étais incapable de m'adapter à une structure industrielle. Il avait donc parfaitement raison. Oui, mais enfin, vous avez quand même réussi. Alors, la suite de votre parcours avec le pétrole? Mais je vais rester 8 ans à faire marcher le microscope électronique.
Et je vais m'ennuyer considérablement, parce qu'effectivement, je ne suis pas fait du tout pour ce genre de choses. Oui. Ceci dit, moi, ça me permet, le samedi, dimanche, le soir, de continuer mes recherches au microscope électronique. Avec le même microscope. Oui. Et j'ai l'idée à ce moment-là que l'avenir, c'est la microanalyse. Et mon rêve, c'est de créer un laboratoire d'État équipé de microscopes électroniques qui serait à la disposition de tous ceux qui en ont besoin, les industriels, les particuliers, les chercheurs, n'importe qui. Enfin, un laboratoire qui, pour une fois, serait un laboratoire d'État utile. Oui, oui, oui. Et mes démarches vont durer 7 années auprès de tous les ministères, sauf le ministère des anciens combattants, je crois. C'est les seuls que j'ai pas. Oui. Et la réponse, exemple, je vais voir le ministère de l'Industrie et je leur présente mon projet. Le ministère de l'Industrie dit oui, mais attention, il y a de la recherche là-dedans. Donc ça ne concerne pas. Nous, c'est industrie pure. Bon, ben, je dis oui, mais attendez, c'est industrie et recherche. Ah oui, non, mais il y a de la recherche, donc c'est pas notre rôle. Allez voir le ministère de la Recherche. Au ministère de la Recherche, on me dit ah oui, c'est une bonne idée, mais attention, il y a des applications industrielles. Nous, c'est la recherche pure. Oui. Et ça dure 7 ans. Oui, 7 ans de blocage. 7 ans de blocage. Le petit fonctionnaire à la française. Oui. Et bon, en fin de parcours, j'écris. En avril 81, si je me souviens bien, ou 80, j'écris au président de la République, Giscard d'Estaing à l'époque, une lettre pas particulièrement diplomatique. Et là, miracle, il y a des réponses. Ah, j'ai pas de réponse de Giscard d'Estaing, mais lui, il donne ça à son cabinet. Quelqu'un l'a lu, qui s'y est quand même adressé. Oui, et qui a adressé en fait l'ordre à l'université de Bordeaux de réunir ce qu'ils ont appelé une commission des sages. Commission des sages, c'est-à-dire c'est des mandarins qui se réunissent pour décider de votre sort, mais en dehors de votre présence. Donc là, le but était de savoir si vraiment il fallait créer ce centre de microanalyse dont je rêvais et pour lequel je me battais depuis 7 ans. Alors, la commission se réunit donc le 8 décembre 1980. Et les conclusions sont très claires. La méthode de Le Ribot, elle est excellente. Celui qui pose problème, c'est Le Ribot. Parce qu'il ne connaît pas les usages universitaires et qu'il n'est pas diplomate. Ça, j'en conviens volontiers. Et donc, j'attends la décision, bien sûr, de la réunion des sages. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes le 22 décembre 2001. Elle n'a toujours pas donné sa conclusion, la commission des sages, depuis 1980. Ah, ben, ce sont des sages particulièrement sages. Ce sont des sages très sages. Plusieurs sont morts depuis, d'ailleurs, forcément avec le temps. La sagesse. C'est pas bonne pour la santé. Non, sans doute pas. Et à ce moment-là, j'en ai assez, et je décide de créer mon laboratoire, le CARM, le Centre d'application et de recherche en microscopie électronique, dont on a parlé beaucoup dans la presse dans les 12 années qui vont suivre. Et donc laboratoire spécialisé en microscopie électronique que je crée à La Peste, à côté de Bordeaux. Oui, et alors à ce moment-là, vous commencez à travailler avec la police, la gendarmerie, les juges d'instruction. Ben, je travaillais pour des industriels ou alors même pour des organismes d'État. Mes premiers gros clients ont été IBM, pour l'étude des puces électroniques, oui, et le commissariat à l'énergie atomique. Parce que la bombe atomique française a parfois des états d'âme. Alors il fallait regarder un petit peu les différents composants, mais il n'y avait pas que ça. Il y avait des rétroviseurs de chars d'assaut, il y avait les moteurs d'avion, des carrosseries d'automobiles, des anus artificiels, des calculs rénaux, et puis il y a les obus français qui n'explosent pas aussi. Ça c'est très mauvais pour les clients. Il y a des gens qui nous achètent des obus et paf, les obus n'explosent pas. Et vous pouviez découvrir les raisons pour lesquelles les obus n'explosaient pas. Bien sûr. Et je regrette, alors ça j'ai le remords, et je le conserverai toujours, d'avoir collaboré à ce genre de choses. Oh, mais les obus peuvent aussi servir à parfois défendre de nobles causes. Il y a tous les camps ne sont pas le camp le plus mauvais. Oui, enfin, je n'en suis pas persuadé quand même. Voilà. Et puis justement, vous êtes passé pour des causes plus nobles après, puisque vous êtes venu à vous intéresser donc aux criminels, à la recherche des preuves. Et finalement, je suis pas sûr non plus que ce soit des causes plus nobles. Je suis pas sûr d'avoir servi une bonne cause, là en l'occurrence. Si, quand il s'agit de meurtre quand même, quelles sont les affaires importantes dont vous avez eu à l'origine, la DST, donc je travaille dans les domaines, à l'époque, dans les domaines de défense nationale. Oui. Et alors, la DST, bien sûr, vient regarder le laboratoire
pour voir d'abord si... Parce que nous courons constamment le risque d'espionnage, industriel ou militaire. Oui. Donc ils viennent donner des conseils pour la protection des locaux. Et puis ils ont des gros problèmes. La DST a des gros problèmes avec les laboratoires de police. Et la première affaire qui m'est confiée, c'est la DST m'apporte ce qui semble être un cachet d'aspirine. Ils ne sont pas contents, parce qu'ils ont arrêté 2 agents de l'Est, qu'ils ont, comme ils disent pudiquement, neutralisés, et ils se demandent ce que c'est que ces cachets d'aspirine. Alors les labos de police ont donné une réponse. C'est de l'aspirine. Bon. Mais ils ne sont quand même pas persuadés, la DST, que ce soit exact, parce qu'ils ont des années de déconvenus avec les labos de police, qui, il faut le savoir à l'époque, n'ont pas évolué depuis la date de leur création, c'est-à-dire 1943. Il n'y a pas une seule innovation. C'était déjà le fameux professeur Tchekhaldi à l'époque. Oui. Et donc, il me demande de vérifier si cette aspirine est bien d'aspirine. Et 2 ou 3 jours après, je donne la réponse. C'est pas du tout de l'aspirine. C'est un produit qui permet de rédiger des lettres avec une écriture, je sais plus comment ça s'appelle, une écriture sympathique. Oui. Alors, ils sont très contents. Ils me donnent une autre affaire, une sorte d'empoisonnement d'un de leurs agents. Et puis finalement, ils sont tellement contents qu'ils finissent par faire passer l'information de l'existence du laboratoire auprès de juges d'instruction. Parce que moi, j'ai l'idée à ce moment-là d'appliquer la microanalyse à la criminalistique, c'est-à-dire l'étude technique des affaires criminelles. Autrement dit, l'analyse des échantillons trouvés sur les lieux d'un crime. Et il se trouve qu'à la gendarmerie, à ce moment-là, il y a des juges d'instruction qui sont en formation. Et 2 d'entre eux ont 2 affaires qui sont impossibles à résoudre. Ou plus exactement, ils ont les coupables tout trouvés. Mais ce sont des juges honnêtes, parce qu'il y en a. Et donc ce sont des juges qui veulent avoir la certitude absolue que ces gens-là sont bien coupables. Et ça permet, mais dans les 2 mois qui suivent, d'éviter 2 affaires judiciaires, 2 erreurs judiciaires qui étaient inévitables sans l'intervention de la microanalyse. Et à partir de ce moment-là, ça va être la boule de neige. Hein. Et vous avez dû déjà gêner à ce moment-là donc certaines personnes, parce que les gens qui n'avaient pas trouvé eux ont quand même dû quelque part être gênés aux entournures. Vous avez dû vous créer vos premiers ennemis. Les laboratoires de police ont commencé à pas m'aimer du tout. Et moi, je ne souhaitais qu'une chose, c'était aider l'État. J'avais ce laboratoire magnifique qui fonctionnait parfaitement bien. En 1985, on avait déjà traité des centaines d'affaires criminelles avec un pourcentage de réussite de 96%. Mais vous aviez votre propre microscope ou vous alliez travailler? Non, j'en avais 4. Vous en aviez 4? Oui, 4 microscopes. Au prix où ça coûtait, comment avez-vous fait pour vous équiper? Je me suis endetté personnellement. Et combien coûtait chaque à ce moment-là? Le plus moins cher qu'au début quand même. Donc le plus cher que j'avais coûtait 2 700 000 francs. Bon là, et vous en aviez 4 alors? Et le moins cher coûtait 400 000 francs. 400 000 francs, oui. Enfin, l'ensemble faisait une somme assez rondelette. Et à ce moment-là, j'ai la bêtise en plus de me porter caution personnelle, bien entendu, des achats du laboratoire. Oui. Et alors donc vous continuez, alors je cherche toujours quelques affaires importantes que vous auriez traitées par la suite, celles qui sont connues de notre public. Il y a l'affaire des disparus de Mourmelon, l'affaire Chanal. Il y a l'affaire Weber. Vous pouvez nous dire un mot de l'affaire Chanal, de ce que vous avez découvert plus particulièrement? L'affaire Chanal... L'affaire Chanal, c'était... Je rappelle l'histoire où... Oui, très rapidement, c'était l'histoire de cet adjudant qui avait enlevé des jeunes appelés dans un camping-car. On ne savait pas si c'était lui ou si c'était pas lui, c'est ça, voilà. À Mourmelon, l'année, je crois que c'est 87. En 1987, mais pendant 15 ans, hein, il y a à peu près 7 ou 8 appelés qui disparaissent du camp de Mourmelon. Oui. Et l'armée affirme qu'il s'agit là de déserteurs. Oui. Jusqu'au jour où on retrouve un cadavre. Alors c'est quand même rare qu'un cadavre déserte. C'est une méthode de désertion assez peu courante. Assez peu courante, surtout que certains étaient à 1 semaine de leur libération. On ne voyait pas très bien pourquoi ils auraient déserté. Tous bien notés, tous. Oui. Et puis, on trouve, alors ça c'est une affaire qui apparemment est connexe, on trouve un jour le cadavre d'un jeune Irlandais
enterrés d'une façon très particulière, ce qu'on appelle la méthode des commandos pour enterrer leur parachute ou pour enterrer des corps. Oui. Au bas d'un talus, on fait tomber la terre, etc. Et puis, 1 an exactement après la découverte du corps de l'Irlandais, des gendarmes qui font une patrouille voient un camping-car Volkswagen arrêté dans la forêt. Et là, l'adjudant qui commande la patrouille a vraiment le flair du gendarme. Il dit c'est pas normal, alors qu'il n'y a aucune raison en fait de s'inquiéter particulièrement. Oui. Il s'approche du combi Volkswagen, regarde dedans, il a l'impression de voir un corps caché sous une couverture. Ça lui paraît bizarre, il frappe à la porte, personne ne répond, il essaye d'ouvrir la porte, rien. Et à ce moment-là sort quelqu'un d'un bois avec une pelle à la main. C'est un nommé Chanal. Et l'adjudant, le gendarmerie, donc demande ses papiers à Chanal, qui dit être adjudant-chef, instructeur au camp de Mourmelon. Et à ce moment-là, l'adjudant de gendarmerie dit Mourmelon, c'est là qu'il est disparu, et il demande à Chanal l'autorisation de regarder dans le camping-car. Et sous la couverture, il y a bel et bien un jeune homme, et Chanal lui dit ah oui, mais attaché avec des chaînes. Et Chanal dit ah ben oui, mais ça c'est parce que ça c'est nos fantasmes sexuels à nous, ça il est tout à fait volontaire. Et l'autre a pas tellement l'air content, il a même l'air de protester, mais il proteste en hongrois. Alors, et les gendarmes ne comprennent pas le hongrois, évidemment. Ils emmènent tout le monde au poste, on fait venir un interprète, et le jeune homme raconte qu'il a été pris en stop par Chanal, qui est un Hercule, c'est un sportif accompli, qui l'a ligoté, qui l'a violé, qui a filmé ses exploits. Alors il y a la bande en plus. Donc Chanal, pour cette affaire, est condamné à une dizaine d'années de prison, dont il fera 7 ans, ou 13 ans de prison, dont il fera 7 ans. Mais le même gendarme a l'idée que peut-être l'appel, l'autostop, parce que le jeune Irlandais était un autostoppeur, il va peut-être bien qu'il y ait une connexion. Avec les autres affaires. Oui. Alors on avait demandé au labo de police, 1 an avant, de regarder la terre ou de l'endroit où avait été enterré le jeune Irlandais, pour savoir s'ils allaient en tirer quelque chose. Il n'en avait rien tiré. Et là, le juge me demande, moi, de faire la connexion, de faire une comparaison entre la terre trouvée sur la pelle, oui, et la terre trouvée à l'endroit où on enterrait un trésor au pif. Et grâce à l'exoscopie des quartz, justement, oui, j'établis une connexion parfaite, c'est-à-dire que la pelle est allée à l'endroit où Trevor, le jeune Irlandais, a été enterré. Oui. Je dis bien sûr pas que Chanal tenait la pelle, mais sa pelle, elle est allée. Voilà. Tout à fait, oui. Oui. Donc c'est la première connexion. Et les laboratoires de police, on leur demande une contre-expertise, dans lesquels ils disent que l'exoscopie n'existe pas. Voilà. Et l'affaire sera, finalement, maintenant, 15 ans après, oui, on a la preuve que j'avais raison. Oui. Mais sur le coup, ça n'a pas servi à grand-chose, alors, finalement, malgré le... surtout pas, non. Mais en plus, c'est moi qui ai fait les prélèvements dans le minibus de Chanal. J'ai trouvé 600 cheveux. Oui. Et j'ai dit, je peux faire les analyses de cheveux pour faire des comparaisons. Il y en a qui ont l'air différents. Pour voir s'il n'y a pas des cheveux qui proviennent des cadavres. Des cadavres. Il suffit d'aller dans la maison où ils habitaient et de faire des prélèvements de cheveux et de faire les comparaisons. Tout à fait, oui. Et le juge dit non, ça coûterait trop cher. Bon. Comme je suis pas loin de l'endroit où Chanal a son appartement de service, oui, je passe un week-end là, à fouiller le minibus, j'ai dit mais ce serait bien d'aller fouiller l'appartement de Chanal. Parce que je suis là, j'ai les lasers, j'ai tout. Oui, oui, oui. Et là, c'est trop tard. L'armée a enlevé et brûlé tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Ah là là, oui. Voilà. C'est vraiment dommage. Alors, revenons-en à la suite. Donc, vous commencez à vous faire des ennemis. Un peu. Et puis, vient donc le moment où commencent vos premiers ennuis. C'est-à-dire qu'au début, il s'est passé quelque chose dont je n'avais pas conscience. D'abord, j'ai proposé à l'État mon laboratoire. C'est-à-dire que j'ai proposé gratuitement mon laboratoire, mes documents, mes recherches, les microscopes, oui, je les proposé gratuitement. Oui, à charge de l'État de vous verser un salaire normalement pour continuer. En même temps, moi j'avais d'autres recherches à faire. Moi j'ai toujours eu des idées de recherche, des nouvelles idées. Donc vous leur donniez, vous n'occupiez même pas d'avoir une profession, de vous en occuper.
Non, si ça les intéressait, oui, de donner des cours, de superviser les élèves. Mais c'était même pas une condition. Vous vouliez simplement que votre œuvre serve à quelque chose, à le bien public. À la police scientifique. Tout à fait, oui. Et là, il refuse. Non, il me demande un rapport. Sur tout ce que je fais, mes applications, enfin tout, un gros rapport. Tout ce qu'on fait au laboratoire. Un fonctionnaire ne peut pas travailler sans paperasse en France, surtout. Non, là surtout, ça va leur être très utile. Parce que 2 mois après, Jox annonce le lancement de son programme de rénovation de la police scientifique. Grâce à vos documents. Mes brevets, il y a tout. Oui. Tout ce que je proposais. Sauf que le laboratoire que moi je proposais gratuitement à l'État français, Jox va faire dépenser aux contribuables 170 millions de francs. C'est-à-dire 17 milliards de centimes. Mais je ne sais plus, moi je parle en livre. Tout à fait. Oui, non, je crois que c'est ça, oui. 170 millions de francs. De francs, une somme énorme. Lourd. Tout à fait, oui. Une somme énorme, effectivement. Que ça va coûter aux contribuables, alors que vous leur donniez gratuitement les mêmes laboratoires, mais ils l'ont refusé. Ils m'ont copié. Et pour quelle raison? Ça leur semblait plus moral, parce que c'était pas plus rentable. Parce qu'ils ont fait beaucoup de publicité, d'abord. Ah oui, c'est vrai. Mais ensuite, il y a le gros problème que je représentais. Moi, on n'a jamais pu m'acheter. Et j'ai toujours été incorruptible. On découvrirait peut-être, si on cherchait, que quelques personnes, sur ces 170 millions, ont réussi à prendre quelque chose, alors que sur quelque chose de gratuit, il est difficile à un ministre de se graisser la patte. Mais c'est éprouvé, puisque Michel Rudler, directrice des 5 laboratoires parisiens, et le professeur David, directeur du laboratoire de Lyon, après 10 ans, ont été virés pour enrichissement personnel. Ah d'accord, tout à fait, oui. Et puis c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes. Voilà. Alors que vous, au contraire, vous leur faisiez un cadeau, mais vous n'en avez pas voulu du cadeau. Ah non. Mais ça ne leur suffisait pas, puisque si j'ai bien compris, par la suite, parce que j'ai quand même lu vos livres, par la suite, on vous a quand même confisqué votre laboratoire. Ah oui, mais ça c'était pour une bonne raison, parce que j'étais toujours expert, Cour de cassation. Oui. Seulement, moi, je faisais des expertises objectives, réellement objectives. Oui. Et qu'est-ce que vous voulez, quand l'État est impliqué dans une affaire, qu'elle soit accidentelle ou qu'elle soit volontaire, si les expertises sont confiées à un laboratoire privé, indépendant, c'est bien embêtant, surtout quand des gens comme moi osent dire la vérité, ce que j'ai dit dans plusieurs affaires, comme l'affaire de la Maison des Têtes, etc. Oui. C'est-à-dire que si vous avez une affaire d'État qui est analysée par des experts d'État, sur du matériel d'État, dans un laboratoire d'État, qu'est-ce que vous croyez que les conclusions vont être? Oui, évidemment, il faudra faire plaisir à l'État. Oui. Alors, ça, si c'est un laboratoire de police. Oui. Maintenant, bien sûr, un avocat pourrait demander une contre-expertise, puisqu'il y a un laboratoire de géologie, de gendarmerie maintenant qui a été créé avec mon matériel, puisqu'ils ont racheté aux enchères mon matériel. Oui. Eh bien, la contre-expertise des laboratoires d'État va être donnée à un laboratoire d'État. Oui. C'est-à-dire, c'est le grand gala au profit des organisateurs du gala. Tout à fait, oui. Donc ça, le moyen de s'en sortir. Et il fallait m'éliminer. Il fallait vous éliminer. Alors racontez-nous comment est-ce qu'on a fait pour vous éliminer. C'était très rapide. C'est-à-dire qu'en quelques semaines, enfin moins de 6 mois, les juges d'instruction ne m'ont plus passé d'affaires. Donc ils ont reçu les ordres de évidemment. Bien sûr, les trésoriers payeurs généraux n'avaient plus d'argent non plus pour payer mes factures. Voilà. En plus, ils vous devaient de l'argent, en fait. Ah oui, bien sûr. Oui. Ça se montait à combien 6 millions de francs. 6 millions de francs qu'ils ne vous ont pas payés, en fait. Oui. Toujours pas aujourd'hui, je suppose. Mais c'est moi qui ai dit qu'on allait les payer, en plus. Après, racontez-nous ça. C'est-à-dire que le laboratoire a coulé. Oui. Donc le laboratoire, on vous coupe vos commandes. Oui, le laboratoire est coulé. Le laboratoire coule. Il disparaît. Voilà, on vous doit de l'argent. 6 millions de francs. Sans compter toutes les découvertes et tout ce que j'ai apporté. Alors, on me pique mon brevet, puisque j'ai déposé des brevets aussi de petits appareils qu'on utilise sur les lieux de crime. Des petits systèmes collants. Voilà, pour prendre sur les vêtements les particules, les résidus, etc. Oui, je dépose un brevet. Et j'ai la surprise un jour de découvrir que la police les utilise. Et j'ai l'imprudence de porter plainte. Oui, puisqu'on vous a volé votre brevet. Ah oui, en mai 91, je porte plainte. Oui. Donc vous avez payé l'État français en déposant un brevet pour qu'il garantisse votre invention. Et qui est-ce qui vous vole votre invention? C'est l'État français qui vous a demandé de l'argent pour la protéger. Tout à fait. Et mon avocat... Encore aujourd'hui, ça j'ai découvert il n'y a pas longtemps, il y a 1 an à peu près, l'avocat de l'époque, Gilbert Collard,
oui, le célèbre Gilbert Collard. Gilbert Collard ne fait rien. Se fait payer, par contre. Hein. Se fait payer, oui. Mais ne fait rien. Et quand j'étais en prison, on en parlera plus tard, j'ai eu la surprise de voir une émission où Gilbert Collard défendait la police et défendait la rénovation de la police. Oui. Voilà. Ça veut dire que oui, on peut se poser toutes les questions, mais n'allons pas trop loin, parce que Gilbert Collard, étant un spécialiste des droits, pourrait nous attaquer. Ah non, c'est moi qui attaque, c'est déjà fait. Ah, vous l'avez attaqué quand même. C'est la semaine dernière. Donc, c'est très bien, dans ce cas, on peut toujours parler d'une plainte que vous avez déposée. Ah oui, il peut toujours s'adresser à mon avocat, il n'y a pas de problème. Tout à fait. Non. Mais ça va encore plus loin, parce que donc, il copie mes tamponnoirs. J'ai les preuves, je dépose plainte. Il y a des émissions de télévision qui sont faites là-dessus, à la radio, partout. Oui. Alors donc, un jour, vous vous trouvez en faillite. Oui, tout à fait, oui. Et alors, que se passe-t-il à ce moment-là? D'abord, je suis condamné à payer les dettes du laboratoire. Ce que je ne peux pas faire parce que j'ai pas d'argent. Oui. Alors que donc l'État qui vous doit 6 millions vous condamne parce que vous ne pouvez pas payer combien, vous? À peu près pareil. À peu près la même somme, c'est ça? Oui, de mémoire. Quand même. Donc l'État qui vous doit 6 millions vous condamne parce que vous ne pouvez pas payer 6 millions. Quelque chose comme ça. Voilà. Oui. Et puis donc vous perdez votre laboratoire. Alors je perds mon laboratoire, mais je ne perds pas que mon laboratoire, parce que j'ai réussi à faire des économies. Quand je travaillais au labo, j'avais fait des emprunts pour acheter une maison. Oui. Et donc ma maison a été estimée à l'époque à peu près 1 million de francs, dont j'ai payé à peu près mettons les 3 quarts. Oui. Madame, on me saisit ma maison et on la met aux enchères. Elle est vendue 250 000 francs. Je vois. Ensuite, le matériel du laboratoire, j'avais créé une succursale en Bretagne. Oui. Il devait y avoir pour plus d'1 milliard de centimes, pour plus de... Non, là, il y avait un peu moins, mais disons 5 millions de francs à peu près. 5 millions de francs. Le laboratoire en Bretagne, la succursale en Bretagne. Oui, la succursale en Bretagne, parce que sur l'ensemble, vous m'avez dit que vous possédiez plusieurs matériels. Il y avait la même chose. En Bretagne, il y avait aussi un microscope électronique. Tout à fait, oui. Donc, d'accord. Donc c'est un seul qui vous est pris alors de laboratoire. Ah non, tout le reste est vendu aux enchères. Mais là, la gendarmerie réagit après. Oui. Et quand Carme Bretagne donc est mis aux enchères en vente, il y a des enchères extrêmement feutrées, tellement feutrées que personne n'en entend parler. Et la gendarmerie vient avec 2 camions pour enlever le matériel qu'ils achètent pour 220 000 francs. 220 000 francs. Il y en avait pour combien là? À peu près 5 millions. 5 millions de francs pour 220 000 francs. Ce qui leur permet de créer leur laboratoire. Leur propre laboratoire. Donc vous êtes... l'IRCGN, Institut de recherche, dit de recherche criminelle de la gendarmerie nationale. Voilà. Donc en plus, finalement, j'ai fourni le matériel du laboratoire de la gendarmerie. Voilà. Oui. C'est effectivement une triste fin pour quelqu'un qui a apporté autant à la police scientifique. Mais je crois savoir, pour avoir lu vos livres, qu'en plus, il leur restait à savoir s'en servir, et vous avez relevé pas mal d'erreurs, en fait. Ça, c'est une catastrophe. C'était les pieds nickelés dans votre laboratoire. C'est une catastrophe, et ça va faire aussi, ça d'ailleurs, l'objet, c'est en cours aussi, l'objet d'une plainte en Cour européenne de justice, parce qu'actuellement, les justiciables français, ce qui n'est plus mon cas, moi je suis plus français, ils sont entre les mains de clowns qui n'ont aucune notion de la police scientifique. Et je ne l'invente même pas, parce qu'il suffit de regarder des émissions télévisées comme celles qui sont passées l'année dernière, et puis cette année d'ailleurs encore, sur Antenne 2, que j'ai filmé, que j'ai enregistré sur un magnétoscope. Oui. Je suis désolé, des fois je commence à oublier le français. Alors, j'ai pris des photos, etc. Et les erreurs sont là. Et je les ai publiées dans un petit bouquin que j'ai appelé le livre noir des clowns en bleu. En fait, c'est extrêmement dangereux. Moi, je serais chez vous là-bas, je serais très très inquiet si j'étais impliqué dans une affaire criminelle où je serais innocent. Non, mais de toute façon, les Français sont très très inquiets en ce qui concerne le fonctionnement de leur justice. Pour des raisons comme la vôtre, pour des affaires comme d'autres affaires dont on parle en ce moment, comme l'affaire Beljanski. Qui était un ami. Vous connaissez Beljanski en plus? Oui, je l'avais un ami. Oui, je l'avais rencontré. Pas souvent, mais peut-être 3 ou 4 fois, oui. Quand même, oui. Donc c'est vrai qu'un de mes amis, un grand avocat qui était aussi un homme politique, dit que le prototype de la stupidité consiste à dire je fais confiance à la justice de mon pays quand on est français aujourd'hui. Mais les choses ont bien changé par rapport à ce qu'était la justice française il y a simplement 50 ans. Mais moi c'est bien pire, moi j'étais un collaborateur de la justice qui vous a traité de cette manière. Alors j'ai des remords. Oui.
J'ai collaboré avec ces institutions pendant 12 ans. Oui. Et ça me dégoûte. Excusez-moi à ce moment-là du bon travail, est-ce qu'on peut dire. Oui. Voilà. Alors, on peut considérer que la partie du reportage donc, qui concerne l'aspect donc création de la police scientifique, là vous nous avez dit tout ce que vous pouviez nous dire. Ah non, parce qu'il y a un autre, il y a la phase finale. Si vous voulez, là, on a aplati mon laboratoire. Oui. Qu'est-ce qu'on pouvait donc vous faire de plus? Qu'est-ce qu'on va encore apprendre? Alors, police et gendarmerie se disent, bon, le Carme, laminé, il n'existe plus, le Ribot va nous fiche la paix. Oui. Alors vous créez un autre laboratoire. Je crée un laboratoire dans une petite société d'expertise. Oui. Qui s'appelle le Ribot Expertise. Et avec une secrétaire, vous voyez, c'est vraiment pas le... Oui, ça a changé, parce qu'au Carme, il y avait 33 ingénieurs. 33 ingénieurs, c'est une grosse structure quand même, oui. Oui. Et là, dans la structure d'expertise, quand je vais faire des analyses, alors là, pour le coup, je suis obligé de louer, de recommencer à louer des journées de microscope électronique à l'université. Je recommence ce que je faisais 15 ans plus tôt. Avec beaucoup de courage. Oui, et d'enthousiasme. Déjà, vous n'ayez pas eu envie de quitter la France. Il y avait comme de quoi être dégoûté. Il y avait de quoi être dégoûté, surtout que régulièrement me vient l'idée Mais vous persistez quand même. Oui, et en 81, les Américains m'avaient proposé de créer mon laboratoire tel que je le souhaitais, avec des crédits quasiment illimités aux États-Unis. Et j'avais refusé. Vous avez refusé par amour de la France? Oui. Par naïveté? Fallait-il que je sois bête? Oui, tout à fait. Eh oui. Et j'ai refusé. Et vous avez été bien mal récompensé. Mais remarquez, c'est des expériences intéressantes. Ah oui. Donc je crée cette petite société d'expertise. Et puis, comme il y avait eu des milliers d'articles de faits sur le Carme, sur moi, l'émission télévisée, la radio, etc. Donc j'étais connu. Oui, je crois même que des gens venaient du monde entier. Du monde entier, voilà, oui. Et que l'État français leur faisait visiter les laboratoires parfois à votre absence en faisant croire que c'était leur laboratoire alors que c'était le vôtre. Mais pire que ça, même quand j'étais là, mais je ne savais pas qu'ils le présentaient avant ou après comme étant les laboratoires de la police. Voilà, alors que c'était les vôtres en fait. Alors que c'était le mien, oui. C'était vraiment déjà des escrocs. Ça a toujours été des escrocs, mais alors là, effectivement, en fait, c'est presque risible, quoi. Parce que oui, c'est tellement risible avec le temps, mais sur l'instant, d'ailleurs, il y a eu comme des suites catastrophiques. J'ai eu des suites catastrophiques, mais enfin, l'histoire, si c'était vrai, ça se saurait, quoi. Mais oui, l'ennui, c'est que moi, quand j'écris un bouquin, je prouve les choses, et puis qu'ensuite, il y a ces milliers d'articles qui existent, qui sont là, et je les ai pas imprimés hier dans ma chambre. Un bouquin, c'est bien, mais le faire diffuser comme il mériterait de l'être, c'est beaucoup plus difficile. Oh ben là, il n'y a pas eu beaucoup d'éditeurs volontaires. Oui. Enfin, vous avez déjà vendu, je crois, 10 000 exemplaires. 10 000 exemplaires, oui. Lequel, vos livres? Le premier, le prix d'une découverte. Le prix d'une découverte, quand même, qui raconte à peu près cette histoire, vous avez qui raconte cette histoire, oui. Et puis, mais les autres qui sont plus récents, donc les autres sont sur une bonne voie également. Alors, je monte cette petite société d'expertise, vraiment sans aucun moyen. Et je veux faire ouvrir, par exemple, le téléphone. Oui. Il faut bien que j'ai le téléphone. Oui. Alors là, comment vous appelez le téléphone le fax? Non, la société du téléphone. En France. France Télécom. France Télécom. Vous avez déjà oublié notre pays. Ah oui, mais de plus en plus. Alors. On peut vous comprendre. Il y a des choses comme ça qui... Bon. Il vient me voir, il me dit, ah non, pas possible. Vous nous devez 60 000 francs. Comment je veux 60 000 francs? Non. Si, note du Carme. Je me dis, le Carme, c'est pas moi, c'est la société. Ah oui, non, mais il y a toujours 60 000 francs. Donc, vous aurez le téléphone si vous payez les notes du Carme. Oui, alors qu'est-ce que vous avez fait? J'ai emprunté. Et vous avez payé les notes du Carme? Forcément, sinon je n'avais pas le téléphone. Oui. Donc, même chose pour l'EDF. Ça, je me souviens, l'EDF. L'EDF aussi. Oui, mais tout. Et puis, je réussis à monter ce laboratoire. Et alors là, malheureusement... Mais pendant ce temps-là, l'État vous devait toujours 6 millions. Et qu'est-ce que le Carme avait disparu. Le Carme avait disparu, il ne devait plus rien. C'est une opération à la tapis, ça. Ah, tout à fait, mais sauf que c'est l'État qui est dans le rôle de tapis. Oui. Voilà. Donc vous ne pouvez plus à l'heure actuelle réclamer vos 6 millions puisqu'il était dû au Carme. Alors vous, on vous a pris... Ah non, c'était pas moi, effectivement, c'était le Carme, oui. On vous a quand même pris sur vos propres biens. On n'a pas dû me prendre 6 millions puisque j'avais rien. On n'a pas pris ma maison. On vous a pris votre maison. Voilà. D'accord. Alors ça, on a pu vous le prendre. Oui. Et maintenant, ce qu'on devait au Carme, par contre, on ne peut plus le rendre parce que le Carme n'existe plus. Ah, c'est d'une logique extraordinaire, ça, quand même. Mais c'est très logique. Ah oui, tout à fait. C'est une logique à la Kafka, mais c'est une logique. Et alors, des avocats, des familles de victimes me confient des affaires dans lesquelles l'État est impliqué. Des journalistes aussi. Et je me retrouve en un an à traiter l'affaire de la Jonque,
Oui. L'histoire du missile perdu qui percute une maison en plein centre de Toulon. Oui. L'affaire de, j'ai fait une confusion. J'ai l'affaire de la maison des Têtes. Oui. Donc percutée par un missile en plein centre de Toulon. L'affaire de la Jonque touchée par un objet sous-marin au large de Brest. Oui. L'affaire de la fameuse liste de Bérégovoy. Vous vous souvenez quand il avait tendu un papier à l'Assemblée nationale en disant je connais des scandales, etc. On me demande, il y avait un photographe de je ne sais plus quel journal qui prend une photo de très loin et qu'on me demande d'agrandir et d'essayer de déchiffrer. Oui. Et je déchiffre. Vous avez déchiffré des secrets d'État comme ça, c'est dangereux quand même. Oui. Et il y avait des noms sur la liste? Ah oui, j'ai trouvé certains noms, pas tous, il y en avait 6, j'en ai identifié que 3. Il y avait Léotard. Ah oui, ça a été publié dans Paris Match. Ah, il y avait Léotard. C'était publié dans Paris Match. Oui, il y avait Léotard, il y avait... Oh, j'ai pas la mémoire des noms, mais j'ai les documents ici. Les documents ici, c'est intéressant, oui. Léotard, c'était pour une maison, un terrain... Après Fréjus. C'est ça. Oui. L'affaire Seznec. L'affaire Seznec, oui. Et tout ça en même temps, en un an. Oui. Alors là, je commence vraiment à être très, très agaçant. Alors là, pour le coup, je suis vraiment plus du tout payé, alors que là, j'ai vraiment plus rien, quoi. Hein. Oui. Et là, je coule pour... Non, mais quand ce sont des journalistes, ils vous payent, là, par exemple... Ah oui, mais il y a aussi... il y a quelques juges qui aussi continuent à travailler avec vous. Oui. Ah non, journaliste, pas de problème. Mais avocat, par contre, vous n'êtes pas payé. Dès que c'est la justice, dès que... Voilà. Non, et puis il y a des familles de victimes qui n'ont pas d'argent, parce que eux aussi, ces histoires-là, les ont ruinés. Ah, tout à fait. Alors, je vais quand même pas les faire payer. Donc, il y a beaucoup de cas aussi où je travaille gratuitement. Et donc, finalement, vous tenez combien de temps de cette manière? 1 an. 1 an, et vous coulez à nouveau? Et je coule à nouveau, on me recoupe l'électricité, et je n'ai plus rien. Je n'ai vraiment plus rien. Ma voiture est saisie, enfin, strictement rien. Et en fait, c'est ma mère qui m'héberge. Oui. Voilà. Donc vous êtes revenu à quel âge, là, à peu près, à la situation que vous aviez à 20 ans, quoi? Oh, non, parce que je travaillais depuis l'âge de 18 ans. Non, je reviens à l'âge de 12 ans, parce que je travaillais à partir de l'âge de 17 ans. Ah, d'accord, oui. Et vous vous trouvez, j'ai réfléchi chez votre mère, ne possédant plus rien, mais toujours en France.